Quand on parle de philosophie grecque, on a tout de suite des gros noms qui nous viennent en tête, hein? Socrate, Platon, Thucydide, des vrais géants. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est un détail assez important. Même les géants, ça a eu des profs. C'est pas mal ça la question au cœur de notre exploration aujourd'hui. On va aller déterrer l'héritage d'un penseur qui a formé les plus grands esprits de son temps, mais dont le nom a été un peu éclipsé par la gloire de ses propres étudiants. OK, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se parle d'un mot qui a une pas pire mauvaise réputation aujourd'hui, sophiste. De nos jours, ça sonne négatif, mais à l'époque, c'était pas ça du tout. Au contraire, les sophistes, c'était un peu les rockstars de l'intellect, des maîtres qui enseignaient l'art de penser et de parler. Bon, allons-y. Notre homme du jour, c'est Prodicos, de Céos. C'était un de ces fameux sophistes, mais il avait une approche bien à lui. Son but, ce n'était pas tant de gagner des débats que de s'assurer que tout le monde comprenait vraiment de quoi on était en train de parler. Pour lui, tout, mais absolument tout, commençait par la précision des mots. Son idée, c'était qu'une pensée floue vient d'un langage flou. Son projet, c'était donc de faire le ménage dans la langue pour pouvoir clarifier la pensée. C'est une idée qui a l'air simple, mais qui était assez révolutionnaire. Et sa méthode, on la voit parfaitement ici. Pour Prodicos, discuter puis se disputer, c'est carrément pas la même affaire. Le premier verbe, ça vise la compréhension. Le deuxième, ça vise la victoire. En choisissant le bon mot, on choisit la nature même de l'échange. C'est juste brillant. Et cette rigueur-là, il l'appliquait à une tonne de concepts. Vouloir ou désirer. La crainte ou la terreur. Chaque distinction vient affiner la pensée. Ça nous force à être plus précis sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent. C'était pas juste un jeu de sémantique, là. C'était un véritable exercice de rigueur intellectuelle. Cette citation, elle résume parfaitement sa philosophie. La clarté des mots, c'est pas un luxe, c'est la fondation même d'une pensée qui se tient debout. C'est la base pour construire n'importe quel raisonnement qui a de l'allure. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Parce qu'avec son obsession pour la clarté, Prodicos ne s'est pas arrêté au vocabulaire, non. Il a appliqué sa logique à des sujets, disons, beaucoup plus sensibles pour l'époque. On pourrait croire que c'était simplement un puriste de la langue, mais ce serait vraiment sous-estimer la portée de sa pensée. Ses analyses linguistiques, c'était juste un outil pour s'attaquer à des questions bien plus grandes, sur la société, la morale et même la religion. Et voilà une de ses idées les plus audacieuses. Pour Prodicos, les dieux ne sont pas tombés du ciel. Ils sont une invention humaine, une invention qui est née de la gratitude envers les choses qui étaient utiles à notre survie, le soleil pour la chaleur, les rivières pour l'eau. Une explication complètement rationnelle et matérialiste. Il faut vraiment prendre une seconde pour mesurer l'audace de cette idée. Au lieu de juste vénérer les dieux, Prodicos les transforme en un phénomène humain qu'on peut étudier. C'est une des toutes premières tentatives d'expliquer la religion par des causes naturelles et sociales. C'est presque de l'anthropologie avant le temps. Alors, là, c'est le point crucial. Si les dieux sont une construction humaine, basée sur l'utilité, qu'est-ce qu'on fait avec la morale? Est-ce que ça veut dire que tout est permis? Au contraire. Prodicos va baser sa morale non pas sur la peur des dieux, mais sur la raison humaine. Ça illustre brillamment sa pensée morale. Dans son histoire la plus célèbre, le jeune Héraclès doit choisir entre deux chemins. Le vice lui offre la facilité, le plaisir tout de suite. Mais la vertu lui propose une voie beaucoup plus exigeante qui mène à un bonheur durable et à l'estime de soi et des autres. Pour Prodicos, la morale, c'est pas une série de commandements divins, c'est un choix humain, conscient, basé sur l'effort puis la vision à long terme. Et on arrive maintenant au cœur de notre histoire, parce que ces idées puissantes sur le langage, la religion et la morale, elles ne sont pas restées dans une tour d'ivoire. Elles ont été entendues, et pas par n'importe qui. C'est ici qu'on mesure l'ampleur de son influence. Euripide, Thucydide, Socrate, ces trois hommes ont révolutionné le théâtre, l'histoire et la philosophie, et ils ont tous été, à un moment ou un autre, dans la classe de Prodicos. Cette anecdote que Platon raconte, elle est savoureuse. Ça montre qu'il y avait une relation réelle, familière, entre les deux penseurs. Même si c'est une blague, ça confirme que Socrate non seulement connaissait l'enseignement de Prodicos, mais qu'il y accordait une grande valeur. Et ce n'est pas juste une supposition. On peut retracer la méthode de Prodicos directement dans les textes de ses disciples. Son ADN intellectuel est partout. Prenons Thucydide. Cette distinction qu'il fait entre reproche et accusation, c'est du pur Prodicos. C'est la même méthode de clarification du vocabulaire pour atteindre une plus grande précision dans l'analyse d'une situation. La connexion est directe, on ne peut pas la manquer. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si important de redécouvrir Prodicos aujourd'hui? En résumé, l'apport de Prodicus,
est colossal. Il a insisté sur la rigueur du langage, il a proposé une vision humaniste de la morale et de la religion, et surtout, il a servi de catalyseur intellectuel pour une génération qui a défini la pensée occidentale. Sa place, donc, ce n'est pas celle d'un personnage secondaire. Prodicos, c'est un maillon essentiel. Sans son insistance sur la clarté et la raison, qui sait si les œuvres de Thucydide ou de Socrate auraient eu la même force, la même portée? Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. L'exigence de bien nommer les choses pour bien les penser, de fonder nos valeurs sur l'expérience humaine plutôt que sur des dogmes, ces idées, qui nous semblent tellement modernes, étaient déjà au cœur de la pensée de ce maître oublié il y a 2500 ans. Ça donne matière à réflexion, non?